Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous y sommes, nous rentrons dans la 6e et dernière phase de la saga du multivers. Le film 4 Fantastiques est désormais sorti, des années après l'annonce du projet et des prochains films Avengers. Ça fait toujours un petit quelque chose quand le contenu annoncé sort enfin. Je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé du film 4 Fantastiques, vous me le direz en commentaire. Moi perso je vous avoue que je suis totalement conquis. Forcément avec les nombreuses vidéos que nous avons fait sur les 4 Fantastiques, bon mon avis était un petit peu biaisé de base, on va pas se mentir, j'avais de très grosses attentes, mais sincèrement je suis très content de ce que j'ai vu, le film est vraiment incroyable. Comme à notre habitude, et bien entendu avec des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film 4 Fantastiques, eh bien je vous conseille vivement d'aller le voir avant de regarder cette vidéo. Nous allons revenir sur ce que Marvel a proposé avec ce dernier, les nouveaux éléments introduits, et notamment ce que ça apporte par rapport à Avengers Doomsday, avec la fin et les scènes post-crédits notamment. Et également pour vous parler de tout ça, bon, je ne suis pas du tout un critique ciné, et puis j'ai vu le film qu'une fois, donc je vais essayer de me rappeler d'un maximum de choses, mais voilà, j'ai vraiment envie de partager et de parler avec vous du film 4 Fantastiques, donc je vais en même temps parler un petit peu de mon avis. Bref, sur ce, ne tardons pas plus longtemps et commençons la vidéo. Le film démarre sur la mention que nous sommes sur une Terre et donc un univers différent qui porte le numéro 828, différent du 616 que nous suivons principalement. Une numérotation qui sert d'hommage à Jack Kirby, le créateur et dessinateur des 4 Fantastiques, qui est tout simplement né le 28/08, soit le 28 août. Et ça peut paraître anodin, mais ces deux éléments sont déjà super importants pour le film. Je ne vais pas vous refaire l'historique, car on en a beaucoup parlé et vous connaissez très certainement leur histoire, mais voilà, les 4F, ce sont les héros fondateurs d'une nouvelle ère pour Marvel. Bien que ce ne soient pas les premiers héros de la firme, ils incarnent la première équipe, un pivot scénaristique qui va faire de Marvel l'entreprise et l'immense saga que vous aimez tous. Donc il y avait un certain respect à avoir et à proposer pour le film. L'hommage à Jack Kirby est là pour ça, et notamment aussi le fait de leur dédier un véritable monde. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible avec l'univers 616 déjà trop avancé scénaristiquement. Les 4F, ce sont les héros légendaires des comics, qui sont à l'origine de la plupart des grandes découvertes de l'univers, et l'arrivée de nouveaux héros ou vilains. Ce sont des héros que tout le monde connaît. C'est grâce à eux, d'une certaine manière, si nous avons pu avoir toutes ces histoires, et notamment du coup les films, et donc le MCU. Donc leur dédier leur propre monde, c'est d'une part pour marquer l'empreinte immense qu'ils ont eue, avec notamment toutes les découvertes et évolutions scientifiques, je pense à la Future Foundation, la conquête spatiale, etc. Et comme un double message, les gens qui adulent et remercient les Fantastiques. Eh bien, c'est à l'image de Marvel eux-mêmes, et entre autres, nous, les fans, qui les remercions pour ce qu'ils ont fait et créé. Ce n'est pas abusé de dire que dans l'histoire des comics, sans les 4 Fantastiques, eh bien, il n'y aurait pas de Marvel. Donc voilà, je suis très heureux de l'aspect héritage proposé dans le film. Et par rapport à ça, bien que le film s'inspire d'une multitude de comics des 4 Fantastiques répartis sur plus de 60 ans de développement, Marvel met tout de même un point d'honneur à retranscrire la continuité des Fantastiques issus de leurs 50 premiers comics dans les années 60. Pour exposer la famille et montrer qu'ils sont des héros, comme on le suspectait, le film propose une énumération de leurs grands hits. On les voit affronter Giganto, le monstre de leur tout premier comic book envoyé par Mollman, soit l'homme taupe, un homme taupe qui servait scénaristiquement à approuver l'existence de la Future Foundation avec le traité de paix et amener le monde souterrain, Subterranea, pour protéger la population pendant l'arrivée de Galactus. John Malkovich a été malheureusement coupé du film, mais il incarnait bel et bien Red Ghost, accompagné de ses singes modifiés issus du comics numéro 13. Un moment, alors je ne me souviens plus de tous les noms, mais Reed, pour protéger l'arrivée de son enfant, souhaite surveiller les vilains marquants de la ville. Et si je ne dis pas de bêtises, il parle de Diablo du comics 30, du marionnettiste, soit le Puppet Master provenant du comics numéro 8, le Mad Thinker du comics 15, ou encore, je crois que c'était Miracle Man du 3e comics des 4 Fantastiques. Bref, que des ennemis de leurs premières aventures, tout ça du coup pour arriver comme sur papier à l'arrivée du Surfeur d'Argent et Galactus dans la trilogie numéro 48, 49 et 50. Galactus, nous devons absolument en parler.
Mais avant de continuer, je tiens à remercier notre partenariat du jour. Écoutez, si nous avons pu nous géolocaliser dans un univers alternatif, le 828, pour découvrir le monde et l'histoire des 4 Fantastiques, c'est bien grâce à l'utilisation de NordVPN. C'est un outil que j'utilise au quotidien et c'est un indispensable pour tout fan de Marvel ou de la pop culture. Avec NordVPN, vous pouvez changer votre localisation en un seul clic depuis chez vous pour accéder au catalogue et au contenu des autres pays. Cela fait par exemple 2 mois que Captain America Brave New World est sur Disney+, mais il n'est toujours pas disponible en France. Eh bien, avec NordVPN, en changeant ma localisation pour le Canada, je peux voir le film depuis chez moi sans aucun problème. Sans même parler des films qui bougent ou qui quittent la plateforme. C'est le cas par exemple de Ant-Man Quantumania, qui est actuellement indisponible en France. Et bien entendu, ce sera le meilleur moyen pour voir Thunderbolts ou revoir les 4 Fantastiques quand ils seront eux-mêmes sur Disney+ dans quelques mois. A noter que NordVPN vous propose également un service sécurisé grâce au chiffrement de vos données et une véritable protection anti-menace. Tout ça sur plus de 10 appareils différents et en simultané. Si comme moi NordVPN est un produit qui vous intéresse, je vous laisse accéder au lien disponible dans la description ou le commentaire épinglé. Et profitez de l'offre s'étalant sur 2 ans qui vous propose 4 mois offerts supplémentaires. Voilà. Un très grand merci à NordVPN pour leur soutien. Comme convenu, le Dévoreur de Mondes incarne le défi ultime pour les 4 Fantastiques. Avoir un monde dédié permet d'exploiter à fond la menace, car comme on en parlait au moment des trailers, ce ne sont pas simplement les 4 héros qui sont impactés, mais l'entièreté du globe. Les habitants de la Terre veulent tous empêcher Galactus d'arriver à ses fins. Et pareil, quand on les voit travailler avec le monde et les gouvernements, cela rappelle encore une fois les vieux comics, car symbolisant les héros principaux de la firme dans les années 60, chaque fois qu'un problème surgit, les gouvernements appellent les 4 Fantastiques à la rescousse. Et comme bien souvent, Reed va nous pondre une invention scientifique pour solutionner le problème sans compter bien évidemment tout le travail d'équipe derrière. Sur un plan plus personnel, l'arrivée de Galactus est intéressante aussi pour exploiter le côté spatial. Si les 4 Fantastiques sont marquants, c'est parce que ce sont aussi de légendaires astronautes marqués par la conquête spatiale. Et c'est justement comme ça qu'ils vont acquérir leur pouvoir. La menace du Dévoreur permettait donc aux héros de renouer avec ce terrain et nous montrer leur plein potentiel. Et bon sang, la scène de la course-poursuite avec le trou noir, quelle scène de fou, hein. Bref, tout ça pour dire, ils sont à l'aise avec l'espace et ont surmonté leur traumatisme. On le voit d'ailleurs avec le travail d'équipe, quand Reed demande à Ben de lui faire confiance pour la fameuse course-poursuite justement, autour du trou noir, alors que leur tout premier voyage spatial était précisément une catastrophe, en partie à cause de Reed. Et également, le génie de Richards et des Fantastiques nous est encore démontré avec tous leurs dispositifs, comme notamment l'exploitation du voyage à vitesse lumière. Et c'est à ce moment que nous arrivons à Galactus dans son iconique vaisseau. Franchement, l'adaptation est incroyable. Alors, je ne suis pas un expert des effets spéciaux, mais visuellement, je le trouve parfait. Et tout comme les 4 Fantastiques, enfin on exploite dignement cette entité légendaire des comics. Comme sur papier, et comme il le confirme dans le film de lui-même, bien qu'il soit devenu un dieu de l'espace, Galactus n'était à l'origine qu'un homme. Un scientifique même, pour être exact, venant de l'univers précédent et à qui on a attribué une mission divine, entre guillemets. Galactus est victime de sa faim cosmique, qui le pousse, pour survivre, à dévorer des mondes. Une malédiction qui, sur un plan plus global, est là pour le pousser à réguler l'existence dans l'univers. Et du coup, c'était l'occasion pour nous de voir un Galactus très ancien, marqué par le temps, et qui est entouré de machinerie. Comme dans les comics, il s'est bâti son propre vaisseau capable d'accueillir sa taille gargantuesque, qui est doté d'un dispositif permettant de convertir l'énergie accumulée, et d'une armure capable de réguler sa puissance et sa consommation. On le voit notamment relié à d'immenses tuyaux l'alimentant, mais également aussi quand Reed l'affronte par exemple. Il ouvre une des valves de réserve de son armure. C'était un détail que je trouvais vraiment très cool. Et je suis très content qu'ils aient adapté Galactus de cette manière,
car bien que ce soit un dieu de l'espace, une force brute de l'existence, eh bien ce n'est pas un être cosmique comme les autres, comme Éternité, la mort ou même les Célestes pour ne citer qu'eux. Et plus que ça, bien qu'il ait été pensé et créé comme un antagoniste, Galactus est plus profond que ça. Il est au-delà des concepts de bien et de mal. Il effectue simplement la mission qui lui a été attribuée. Il n'était qu'un homme, et sa nouvelle condition est une véritable malédiction. Ce qui nous fait arriver au cas de Franklin, ou Franklin si vous l'avez vu en VF. Sincèrement, j'étais surpris. Dans le bon sens, j'insiste, que Marvel aille sur ce terrain. Car Galactus est un être tellement complexe qu'ils avaient une multitude d'histoires ou d'axes pour adapter son personnage et ses intentions. Ils auraient pu rester simplement sur le fait que Galactus souhaite dévorer la Terre, et du coup faut trouver un moyen de l'arrêter. Ils auraient pu insister plus sur son héros, la surfeuse d'argent destinée à se rebeller, et sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Ou même jouer sur la condition unique et nécessaire de Galactus dans l'espace et dans l'univers. Mais pour ramener un dilemme et une dimension personnelle au combat, Marvel a choisi d'adapter un élément qui n'est d'ailleurs pas super connu dans les comics, c'est le fait que Franklin est un être si puissant et si cosmique qu'il pourrait incarner le nouveau Galactus. Et le Dévoreur veut donc s'en servir pour se libérer de son rôle. Franchement, je sais que je vous conseille souvent d'aller voir mes vidéos Pourquoi sont-ils si uniques, car j'aime à fond vous transmettre et vous partager les histoires et développements de personnages au sein des comics Marvel. Et cela vous permet justement de mieux comprendre les inspirations pour les films. Mais là, si vous voulez en savoir plus sur Galactus et son lien avec Franklin, c'est le moment de voir l'épisode dédié au Dévoreur, car on explore justement cet élément et comment Franklin devient donc le nouveau Galactus. Bon, déjà, ce que j'aime avec Franklin Richards dans le film, c'est qu'on sent que Marvel l'installe pour le futur de la saga. Bien entendu, dans un premier temps, le jeune enfant joue un rôle central pour contrebalancer la présence de Galactus. D'un côté, nous avons un dévoreur de mondes gigantesque, symbolisant l'entité la plus ancienne de l'univers, et de l'autre, nous avons un bébé, symbolisant l'entité la plus jeune, capable de manipuler la création et de redonner la vie, comme le montre la fin du film. Mais voilà, avoir un jeune Franklin permet notamment de préparer l'avenir de Marvel, car ce dernier va grandir, et si on suit l'inspiration des comics, il y a de possibles chances pour que ce dernier soit relié à l'univers des X-Men censé devenir principal après Avengers Secret Wars. Mais pour aller plus loin, et que vous comprenez bien le personnage, Marvel voulait à l'époque, dans les années 70, continuer de développer l'aspect humain des 4 Fantastiques qui sont à la base des Monsieur et Madame Tout-le-Monde, je le rappelle. Naturellement, en plus de développer la vie de famille, Reed et Suzanne se sont donc mariés. Et la suite logique a été que Sue tombe enceinte pour que le couple ait un enfant. Et là, c'est pourquoi je trouve l'hommage ambiant incroyable dans le film. Car la grossesse de Sue dans les comics a duré genre 2 ans dans la continuité, pour garder le mystère. Du coup, les fans se demandaient si elle allait avoir une fille, un garçon, ou même si l'enfant allait avoir des super pouvoirs. Et on en revient du coup à ce que je vous disais plus tôt. Les gens de la Terre 828 nous représentent, nous, les fans de l'époque, et Marvel en eux-mêmes. On voit les gens dans le film faire des spéculations sur Franklin, comme les fans le faisaient à l'époque. Bref, je m'emballe un petit peu, je suis désolé, je suis très content du film. Bien évidemment, Franklin sera un enfant très spécial, puisqu'à cause des radiations cosmiques de ses parents, ce dernier va bel et bien hériter d'une forme de pouvoir, sauf que cela va dépasser tout ce que l'on pouvait imaginer. Franklin possède en lui une puissance cosmique incommensurable, et qui se déclenche que dans de rares occasions. Entre autres, quand ses parents sont en danger, ou qu'un antagoniste le convoite. Et le film nous propose encore une fois une belle inspiration du monde des comics, car Reed, très protecteur de son enfant et craignant que son pouvoir soit à danger pour son fils, va multiplier les tests sur ce dernier. Il va même expérimenter des sortes d'inhibiteurs pour empêcher son pouvoir de se réveiller. Et il y a même un comics où, de peur que Franklin ne se tue à cause de son pouvoir, Reed va l'attaquer et le faire tomber dans le coma, un acte qui va le pousser à une séparation temporaire avec Suzanne.
Je vous en parle car le film met en lumière la nature scientifique et parfois très obtuse de Reed, qui réfléchit constamment à tous les scénarios possibles pour empêcher le pire, et qui pousse le couple à se disputer car Suzanne connaît très bien son mari. Dans la continuité, Franklin n'a jamais dépassé la préadolescence, si on ignore les récits de voyage temporel. Mais avec le temps, ses pouvoirs se sont précisés. Il est qualifié de mutant de classification Oméga par rapport aux X-Men. Donc l'un des mutants les plus forts qui n'ait jamais existé. Et il est catégorisé comme un créateur de monde, capable de déformer la réalité. Dans certaines histoires, il a par exemple créé un univers de poche pour protéger ses parents et les autres héros. Dans Secret Wars, c'est lui qui aide son père à reformer le multivers après l'ascension de Dr. Doom. Et avec son pouvoir profond et infiniment puissant, complétant donc celui de Galactus, il est soupçonné de vivre jusqu'à la fin des temps. Et c'est justement dans une courte série de comics retraçant l'étendue de l'histoire des comics Marvel que nous retrouvons les deux entités en train de vivre l'effondrement de l'univers. Le moment où Galactus va mourir pour donner vie à l'univers suivant, avant de transmettre son casque à Franklin, qui va devenir son héritier et le dernier survivant de l'univers 616. Et j'aimerais rajouter un petit mot sur La Surfeuse d'Argent. Même si j'ai adoré le film, il faut bien avouer que ce dernier, avec tous les éléments qu'il amène, les enjeux ou les nombreux personnages à traiter, va quand même plutôt vite. Et il y a beaucoup de scènes proposées dans les trailers qui ne sont tout simplement pas apparues. Et par rapport à ça, je voulais amener le cas de La Surfeuse d'Argent, incarnée par Julia Garner. Très fidèle à l'histoire d'origine, on retrouve complètement la fermeture et la résignation qui composaient Norrin Radd, le surfeur d'argent dans les comics. En réalité, le Silver Surfer est quelqu'un de profondément tourné vers les autres. Sauf que sa mission le pousse dans un détachement de sa personne et de ses actions, à force d'errer pour trouver des planètes consommables à son maître. On retrouve complètement ça dans le film. Et bien entendu, une fois sur Terre, le héros de Galactus va se retourner contre lui. C'était d'ailleurs pas mal que ce soit Johnny qui soit à l'origine de ce retournement. Mais voilà, en vrai, je vous avoue que j'aurais aimé en voir plus concernant la surfeuse. Et je vous avoue aussi que quand on a eu le flashback sur sa vie, vu qu'il parle de Zenla, sa planète d'origine, et son vrai nom Chalabal, je m'attendais limite presque à avoir un caméo de Norrin Radd lui-même pour appuyer encore plus son sacrifice pour sa famille. À Norrin Radd sous forme humaine entre guillemets, sous sa forme de base, puisque c'est elle la surfeuse d'argent. Enfin bref, il est temps pour nous de parler de la fin du film et de la fameuse scène post-générique. Après la défaite de Galactus, que je trouve cohérente puisque les 4 Fantastiques, comme dans les comics, le bannissent sous une certaine forme on va dire, en l'éloignant de son vaisseau qui lui permet de consommer des mondes, et car également ils ne pouvaient pas le tuer, Suzanne est d'ailleurs incroyable dans ce combat final. Bref, comme on en parlait à l'époque, la scène post-générique nous propose une ellipse de 4 ans. Franklin a donc bien grandi et Suzanne, lui, lit une histoire. Sauf qu'en allant chercher un autre bouquin, la femme invisible ressent une présence inquiétante. Contre toute attente, Dr. Doom, pour sa toute première apparition, se tient devant Franklin, à visage découvert, et fin du film. Il y a énormément de choses à dire sur cette scène post-générique, car les possibilités sont infinies. Et je pense que comme pour Thunderbolts, ce sera l'occasion de faire une véritable vidéo théorie sur le sujet. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper tout ça. Mais pour le moment, qu'est-ce que nous pouvons en tirer ? Bon, tout d'abord, si à l'époque des trailers, je vous mentionnais que la fin du film pouvait nous proposer une ellipse, c'est notamment parce qu'avoir un Franklin, jeune enfant, est beaucoup plus simple pour le scénario. Il pourra parler, être plus autonome, se déplacer, etc. Et surtout parce que aussi la forme la plus connue de Franklin dans les comics, c'est justement quand il a à peu près 4 ou 5 ans. Comme je vous disais plus tôt, malgré 60 années de comics, Franklin n'a jamais vraiment dépassé l'adolescence dans la continuité. Et du coup, la plupart du temps, il n'a toujours été qu'un simple enfant. Et ensuite, je le place là car je sens que je vais totalement oublier d'en parler, mais bon, ça reste un détail. Avec aussi cette ellipse de 4 ans, j'espère un peu au fond de moi découvrir le Reed Richards barbu iconique des comics. On a eu la version années 60 dans First Steps. Pour Doomsday, on va peut-être avoir un Reed qui ressemble plus à celui de Secret Wars. Par rapport à Thunderbolts, nous sommes donc sur une scène post-générique qui se déroule avant celle des New Avengers, où nous voyons le vaisseau des 4 Fantastiques arriver dans l'univers 616. Et là, je me doute de ce que vous allez dire, il y a de grandes chances pour que Dr. Doom soit dans le vaisseau. Et pire, qu'il ait kidnappé Franklin avec lui.
C'est, je pense, l'idée la plus populaire. Et en vrai, c'est tout à fait plausible, mais j'ai envie qu'on explore le plus de possibilités. Bien que le doute soit permis, nous semblons véritablement être face à un Docteur Doom qui provient de l'univers des 4 Fantastiques, puisqu'au moins à 2 reprises dans le film, nous avons des plans qui nous montrent et nous mentionnent la Latverie, le royaume et le petit pays d'Europe de l'Est où Docteur Doom représente le roi et le souverain. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que la scène en raconte bien plus que ce qu'elle veut nous faire croire. Proposer un Doom venant du même univers que les 4 Fantastiques n'est pas anodin, puisqu'il incarne à l'origine l'ennemi juré du groupe et surtout un antagoniste qu'ils connaissent profondément bien. Tout ceci est là pour créer du lien entre nos héros et l'antagoniste. Dans les comics, il y a une profonde rivalité entre Doom et Reed Richards. Ils ont même fait leurs études ensemble et je pense que Marvel souhaite vraiment jouer sur ce lien. Après tout, les frères Russo disaient bien qu'ils voulaient nous proposer un véritable Victor Von Doom. Et par rapport à tout ça, je vous avoue que j'ai du mal à me retirer cette idée de la tête depuis que j'ai vu le film, mais j'ai du mal à croire au simple kidnapping. Ce que je veux dire par là, c'est que si Doom avait simplement besoin de Franklin, on aurait certainement eu une scène où quand Sue va chercher le livre, elle revient et Franklin aurait disparu, avec pourquoi pas une trace suggérant le passage de Doom. Pour vous partager ma vision actuelle, mais ça peut évoluer, j'ai plus l'impression que nous avons un Doom qui doit s'entretenir avec les Fantastiques, puisqu'ils incarnent les héros les plus importants de ce monde, au sujet très probablement du multivers, des incursions, peu importe, quelque chose lié à Doomsday. Et ce dernier, par rapport à ça, nous propose une entrée où il va se présenter d'abord à Franklin Richards, le nouveau venu du groupe qu'il n'aurait encore jamais rencontré. Je dis ça parce que il lui laisse découvrir son visage, le toucher même. Et Doom a également un geste tendre envers l'enfant. Et d'ailleurs, petit aparté, mais cela sous-entend peut-être aussi que Doom a bel et bien son visage défiguré comme dans les comics. Et surtout, bien que Doom soit un antagoniste, il reste avant tout un anti-héros. Je vous renvoie vers mes anciennes vidéos pour en savoir plus, mais par exemple sur papier, le second enfant des 4 Fantastiques, Valeria, c'est Doom qui va la nommer ainsi, en hommage à son amour de jeunesse. Il va même veiller sur elle durant les événements de Time Runs Out, qui mettent en avant les incursions avant Secret Wars. Bref, je n'ai pas envie de trop m'avancer, mais plusieurs possibilités sont là. Au vu du pouvoir de Franklin, il est possible que le souverain ait besoin de lui pour les enjeux à venir. Il se peut même que le vaisseau des 4 Fantastiques contienne tout le monde, les 6 personnages, Franklin et Doom inclus. Mais voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler. Dans tous les cas, comme prévu, nous sommes devant un Doom muni de sa cape verte et qui semble encore loin de son ascension d'empereur dieu, donc le plus excitant est à venir. Et il y a un détail que j'aimerais rajouter, que je trouve super important et j'ai oublié de le noter, mais si nous avons un Docteur Doom qui du coup possède un royaume qui a sa Latverie, cela veut dire que nous allons avoir un Victor très accroché à sa terre 828, très accroché à son royaume et qui va vouloir le défendre à tout prix. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, genre si Docteur Doom allait voyager, allait être seul, etc. Mais là, l'installer avec son pays, la Latverie, cela rajoute du poids, des enjeux pour le personnage dans la guerre multiverselle à venir. Enfin bref, j'ai pas trop envie de m'avancer, mais cela confirmerait presque du coup la possibilité d'incursion entre l'univers des 4 Fantastiques et le 616. Je vous repartage un peu mon avis d'il y a quelques temps, mais il y a des chances qu'on ait plusieurs incursions en même temps avec plusieurs univers différents là. Enfin voilà, et vous, qu'avez-vous pensé du film? Et quelles sont vos théories par rapport à cette scène post-crédit? Je suis sincèrement conquis par le film des 4 Fantastiques. Alors, je sais que je suis un peu biaisé de base du coup sur ce sujet, mais je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs films que Marvel ait fait. La hype est clairement présente, et Doomsday promet donc d'être très grand. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient énormément, et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous renvoie vers ces 2 vidéos qui viendront compléter celle-ci, une sur l'histoire de Galactus du coup, son épisode Pourquoi est-il si unique, et une autre qui traite de l'ascension de Docteur Doom, notamment avec le concept de Beyonder qui lui permettrait de devenir le dieu empereur comme dans les comics, en compagnie de mon variant Hirosef. Allez les amis, c'était Argorok, je vous dis ciao tout le monde.